Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Folie Web. Bonjour Elisa, bonjour Mélanie, bonjour Bertrand. On est nombreux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci à tous de nous retrouver aujourd'hui. Vous êtes déjà plus de 80 à être à l'heure. Je vois que le chat bouillonne. C'est super. Continuez à nous faire un petit coucou. C'est toujours agréable pour nous. Je vois quelques noms que j'ai déjà vus les jours précédents. Donc, c'est top. Merci d'être là. On va attaquer dans une minute. Peut-être juste un très rapide tour de table, si ça vous va. Elisa, je te laisse commencer peut-être si tu veux. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Elisa et du coup, je suis responsable de production et experte site web chez Neocamino. Super. Mélanie, salut à toi. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Mélanie Lanaït. Donc moi j'ai une agence de communication qui s'appelle donc Mouse Coach et ce qui est spécialisé dans les audits SEO, les sites web et tout ce qui est stratégie digitale. Et Bertrand pour finir. Bonjour à tous. Donc Bertrand, j'ai créé mon site web fits.fr il y a un peu moins d'un an et donc depuis un mois, j'ai donc gagné j'étais un des gagnants des Folly Web Awards. Oui, tout à fait. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler brièvement. On est là et moi donc je m'appelle Sébastien. Je dirige les Folies Web et on est là aujourd'hui pour se parler optimisation des ventes et du tunnel de conversion. On a à peu près 1 heure à passer ensemble. On va essayer d'avoir une phase de questions-réponses à la fin de 15 minutes environ. Vous êtes, alors je vois que certains disent c'est le 3e de la semaine, etc. On a décidé en fait de partir très fort en début d'année dans une période qui est traditionnellement assez calme et d'organiser les Folly Days. Vous le voyez, on a commencé le 5 janvier. Il se trouve que vous êtes le dernier événement. On a fait 5 webinaires, 7 événements en présentiel dans différentes villes. Et on est ravis de notre côté parce qu'il y a eu beaucoup de retours très positifs, puis beaucoup de monde. Donc c'était bien agréable de ce point de vue-là. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour passer à l'action. Sur le web, alors aujourd'hui sur le e-commerce, d'autres fois sur des sujets autour du référencement naturel, des sites Internet, des réseaux sociaux et autres. Donc voilà une actu assez chargée. Vous allez avoir la possibilité de revoir les replays si vous le souhaitez. Notamment le replay d'aujourd'hui, je vous le dis pour commencer, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. En fait, pour revoir le replay, si vous vous dites, tiens, il y a un point qui a été mentionné, mais que je n'ai pas complètement compris, il suffit de cliquer sur le lien avec lequel vous êtes connecté aujourd'hui. Donc, c'est très simple pour y accéder et pour revenir. On a demandé à tous nos partenaires sur les Folly Days, donc on a eu beaucoup de partenaires, parce qu'à chaque fois on est 3 ou 4 à prendre la parole, de nous donner un petit truc en plus, un petit plan, une petite ressource gratuite, etc. Je vais vous partager tout de suite le résultat de tout ça. C'est une page où on a référencé un petit peu tout ce qui pouvait être proposé. Il y a plein de bons plans des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil ou à le bookmarker pour la fin de cette session. Et puis nous, alors les Folies Web, on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui globalement, c'est-à-dire d'organiser des événements en direct, soit en présentiel dans une vingtaine de villes partout en France, peut-être pas, on espère, mais dans une vingtaine de villes aujourd'hui, et puis des sessions en ligne. Et à chaque fois, on essaie d'être le plus concret possible pour vous aider à passer à l'action. C'est un peu notre idée de ne pas être juste là pour vous donner pour vous former, pour renforcer votre culture, mais vraiment vous aider à passer à l'action avec des choses très concrètes. Et on est capable de faire ça parce qu'on a 2 partenaires co-organisateurs même pour nous qui s'appelle Réussir.fr, qui est un programme de l'AFNIC, qui a des engagements envers l'État, notamment sur la numérisation des petites entreprises, et qui du coup, à travers Réussir.fr, vous propose une mine d'infos sur le site, la plateforme Réussir.fr, avec plein de conseils gratuits, plein de contenus gratuits, et puis les Folies Web, comme ça pour le coup, vous y êtes en ce moment même. Le deuxième partenaire co-organisateur, je vais te laisser Elisa en parler, puisque tu fais partie de Neocamino, tu en parleras mieux que moi.
Oui, avec plaisir. Du coup, Neo Camino, c'est une agence qui est au service de votre réussite digitale. Comment, grâce à un accompagnement stratégique, en fait, on est sur 3 piliers. Donc, l'accompagnement stratégique, le but, c'est de tout d'abord faire un diagnostic de l'existant et de vous proposer un plan d'action qui est vraiment digital et personnalisé selon votre objectif, qui sera défini aussi à l'aide de nos experts. Ensuite, c'est un logiciel. On vous propose, suite à la réalisation de ce plan d'action, un logiciel tout en un qui vous permet de piloter toute votre communication digitale facilement. C'est vraiment fait pour ceux qui n'y connaissent rien à la base. Donc, pas de souci si vous n'êtes pas très technique, c'est adapté pour vous. Et puis ensuite, on est aussi une agence web. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre de déléguer certaines parties si vous n'êtes pas à l'aise ou justement si vous n'avez pas le temps. Donc, on fait de la création de sites, de la création de contenu, des publicités, du SEO, un peu tous les aspects de la communication digitale. Super. Eh ben, avant d'attaquer, juste enfin, 2 ou 3 petites règles. On a un petit sondage à vous proposer. Je viens de vous le mettre dans le chat. Donc, vous allez dans l'onglet sondage. Vous allez voir, c'est une question. A priori, vous devriez vous en sortir. On s'est dit que c'était vendredi et qu'il fallait faire assez simple. Mais blague à part, pour nous, c'est important de savoir à qui on a affaire et de savoir qui parmi vous a déjà un site e-commerce et puis le niveau de performance que vous avez déjà. Donc, super. Et je vois que vous êtes quelques-uns à avoir commencé à répondre à ce sondage. Donc, vous êtes pour l'instant une majorité à ne pas avoir encore de site e-commerce. Et alors, il y a 0% pour l'instant qui nous dit oui, j'ai un site e-commerce et il cartonne. Donc, vous êtes au bon endroit et ça fait le lien avec la raison pour laquelle on fait cet événement. Vous voyez cette petite flèche qui monte. En fait, ce que ça représente, c'est qu'il y a eu une explosion des sites e-commerce depuis 2020. Ça a globalement coïncidé avec l'arrivée avec le Covid qui a fait prendre conscience à un certain nombre d'acteurs que le fait de se numériser pouvait être une source de revenus complémentaire. Le e-commerce existait bien évidemment avant ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet d'accélération assez massif. Donc, il y a beaucoup de lieux physiques qui ont cherché à se digitaliser. Puis, il y a eu aussi des activités comme, par exemple, la formation qui se sont énormément digitalisées. Et au final, il y a eu beaucoup de création de sites e-commerce. Aujourd'hui, ça représente à peu près 15% le commerce de détail, en tout cas du commerce total. Il y a 85% qui reste du physique. Et il y a eu cette explosion-là, mais on est à un moment, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de sites e-commerce qui se sont créés, ou beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont créer un site e-commerce, mais maintenant le sujet, c'est de les faire réussir. Maintenant qu'ils sont créés, comment on fait pour que ça réussisse, ça a vraiment impacté positivement votre activité, et c'est pour ça qu'on va essayer de vous donner un certain nombre de billes pour cela et qu'on a réuni des experts de folie pour cela et Bertrand qui a déjà passé quelques étapes sur ces sujets-là. Quand on parle de vendre en ligne, il n'y a pas que des sites e-commerce. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de se parler de sites e-commerce. Il y a aussi d'autres sujets qui seront évoqués dans d'autres webinaires. Vous le voyez ici, on peut commencer par des choses plus simples qu'un site e-commerce. Mais pour autant, aujourd'hui, quand on veut se développer de manière pérenne au niveau de la vente en ligne, avoir un site, c'est quelque chose, et on va s'en reparler, qui va être hyper important. Juste pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, et après je laisse la parole à nos intervenants du jour. On va se parler de 5 choses. Un projet solide, la navigation, les fiches produits, le parcours d'achat et des visiteurs qu'il faut attirer. Important ça aussi. Et pour vous donner juste 2 ou 3 petites règles avant d'écouter le témoignage de Bertrand. Donc, le replay, je vous l'ai dit, vous pourrez le récupérer. Vous allez pouvoir récupérer le support de présentation aussi. Donc, vous pouvez être à l'écoute simplement, sans prendre des tonnes de notes, parce qu'on va vous faire passer un questionnaire à la fin qui va vous permettre de récupérer le support de présentation. Utilisez, j'ai vu qu'il commençait à y avoir quelques questions et c'est super, merci beaucoup pour ça. Posez toutes vos questions. Si possible, utilisez l'onglet qui s'appelle questions, qui est fait pour ça, et notamment parce que ça vous permet aussi de voter pour les questions des autres et de vous dire, ah tiens, cette question-là, je n'ai pas pensé, mais j'aimerais bien la poser aussi. Et nous, on priorisera les questions qui ont obtenu le plus de votes pour y répondre dans la session questions-réponses à la fin. Voilà, en quelques mots. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Voilà,
peut-être pour commencer, Bertrand, est-ce que tu peux nous raconter justement, toi, ton histoire, qu'est-ce qui a fait que tu as créé un site e-commerce et quels ont été les premiers points, les premières étapes que tu as passées de ce côté-là? Ouais. Alors, mon histoire, c'est que, en fait, avant, j'étais dans le marketing. Je vendais des formations vendeurs pour les concessionnaires automobiles. Et puis, en fait, donc j'avais déjà monté une première société, mais pas pour moi, pour des investisseurs, qui avait bien fonctionné. Et le Covid est arrivé, donc tout s'est arrêté. Et bon, après avoir bricolé tout ce que j'avais à bricoler dans ma maison, je me suis dit que, en fait, c'était le super moment pour enfin créer ma boîte, quoi. Donc, j'ai utilisé le Covid pour créer mon business plan. J'ai quitté ma société, l'ancienne société. Et puis, je me suis formé. Donc, j'ai fait 2 formations. Une première sur Photoshop et alors, disons, une première déjà sur comme technicien cycle, en fait. J'ai passé le diplôme de technicien cycle parce que donc, l'idée, c'était ça faisait longtemps que j'avais cette idée de vendre des vélos. Je vais vous expliquer. Après, j'ai fait une formation Photoshop et ensuite PrestaShop. Donc, je voulais vraiment essayer de tout faire moi-même au début pour limiter les coûts. Et c'était aussi un petit peu l'idée d'un site internet. Je connaissais la puissance, disons, d'avoir un bon site internet parce que j'étais déjà dans le marketing avant. Et j'étais sûr qu'en fait, d'avoir un bon site internet visible, c'est aussi fort que d'avoir une belle boutique qui vous coûte un loyer incroyable dans une belle rue de votre ville, quoi. Donc pour moi, c'était clair que je voulais pas du tout de boutique physique et que je voulais monter mon site internet, mais je voulais être bien organisé pour ça. Donc j'ai utilisé la période Covid en fait pour le faire. Voilà, ça a été ma petite opportunité. Et ça fait maintenant un petit peu moins d'1 an que j'ai commencé avec des outils très simples sans en faire trop. Et dès les premiers jours, je dois vous dire, j'ai eu les premières commandes, donc ça a été magique. Et là, je ne me crée pas encore un salaire totalement, mais c'est ça, on y vient, quoi. Et donc ça marche assez bien, je suis assez content. Voilà. Et en 2 mots, du coup, toi, ce que tu as, enfin, les choses où tu te dis, les 2, 3 essentiels pour toi, globalement, de cette présence de ce site e-commerce, ça a été quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Donc, tu dis, tu l'as fait, si je résume, tu l'as fait par toi-même sur PrestaShop. Je Oui. vois que dans les questions, il y a beaucoup de questions autour des outils. Il y a déjà WordPress, Shopify, PrestaShop qui ont été mentionnés en 2 ou 3 questions. Donc, Elisa et Mélanie, je pense que vous avez du boulot juste après. Mais toi, du coup, Bertrand, c'est quoi les points où tu te dis, les points clés d'un site e-commerce pour toi, en quelques mots, en tout cas du tien? Alors déjà, pour parler un petit peu de la genèse, quoi, j'avais déjà, disons, j'avais déjà créé une petite activité à côté de mon ancien boulot de location de mobilette. Là, c'était vraiment pour le fun, pour m'amuser, c'était pas du tout quelque chose à temps plein. Et là, donc à l'époque, j'avais créé un petit site internet super joli sous, donc pas PrestaShop, mais qu'on s'appelle l'autre gros. Shopify. Shopify ou Non, WordPress Shopify. WordPress, WordPress. WordPress. Et donc, voilà, super. Et en fait, c'était un bel échec hein, parce que j'avais fait le beau site internet et j'avais pas vraiment testé le concept avant. Et il se trouve que les mobylettes, ça se loue, les gens adorent. J'habite dans une région touristique, donc c'est très bien. Mais le problème, c'est que tout le monde demandait à ce que j'aille avec eux. Et ça, j'avais pas prévu dans mon emploi du temps. Donc en fait, l'échec, il était là, quoi. J'avais fait un super site internet, mais j'avais pas testé la chose avant. Donc quand j'ai eu l'idée de créer de créer ma boîte donc vraiment plus sérieusement pour vendre ces vélos de randonnée, j'ai d'abord testé le concept en fait. Avant de penser site internet, je pense que le premier conseil, c'est vraiment avant de créer toute société, site internet ou quoi que ce soit, si vous avez un concept en tête, testez-le. Des fois, c'est plus difficile, hein. Dans mon cas, c'était assez facile. J'ai vendu les vélos sur le bon coin et au même prix auquel je pensais les vendre dans le futur, le même type de vélo et tout. Et j'ai vu que ça marchait bien. Donc, j'ai pu sereinement passer à l'étape suivante qui était, OK, on va mettre tout ça en image, quoi.
Et ensuite, je suis rentré donc dans cet institut de formation. Alors, certains de vous pourront utiliser leur compte formation. Moi, j'ai utilisé ma période de chômage technique pour ça. Et je suis rentré dans cet institut de formation en leur disant, ben, je veux créer un site sous WordPress, vu que je connaissais. Je leur ai expliqué un petit peu. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont bien conseillé, parce qu'ils m'ont dit, ben, par rapport à ce que tu nous dis, par rapport au fait que tu vas avoir pas mal de produits dans ton catalogue, on te conseille plutôt PrestaShop par rapport à WordPress. Donc, en fait, je suis parti sur WordPress sur leurs conseils. Et là, pour le coup, quelque chose que j'ai connu vraiment longtemps dans ma petite vingtaine d'années de marketing, c'est qu'en fait, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de faire le site sur PrestaShop, j'ai pris le thème classique. Certains d'entre vous qui peut-être connaissent PrestaShop vont reconnaître la structure à peu près du thème le plus classique qui existe sous PrestaShop. Et j'ai juste fait les petites modifications pour le rendre un peu plus à mon goût, mais sans en faire trop, parce que si on regarde, alors je peux le dire pour PrestaShop, je ne sais pas pour les autres outils, mais il y a quand même pas mal de gens, j'imagine, qui bossent chez PrestaShop et chez WordPress et tout pour essayer de faire un site internet qui structurellement fonctionne déjà bien. Ça ne sert à rien de tout changer en fait. Et là, pour le coup, mon site, c'est ça. J'ai fait quelques petits changements, mais pour le reste, vous regardez les pages catégories, les pages produits, c'est vraiment le basique de chez basique et ça répond parfaitement aux besoins voilà, d'un site internet et au cheminement d'un visiteur sur un site internet. Super. Écoute, de toute façon, tu vas avoir l'occasion de nous en dire plus tout au long de cette session. Je vous propose d'avancer par rapport à un des points que mentionnait Bertrand, avec notamment Mélanie. Oui, donc effectivement, ce que disait Bertrand, c'est que on se plonge souvent d'abord dans les outils et on le voit puisque les premières questions ne sont basées que sur est-ce que ça c'est bien, est-ce qu'il faut quel outil je dois utiliser. Et en fait, la clé quand même de tout projet au départ, c'est bien sûr de prendre le temps de réfléchir à notre projet et à ce que on veut y mettre derrière, justement pour, comme le disait aussi très justement Bertrand, d'utiliser la bonne solution. Parce que c'est vrai qu'on va pas utiliser la même solution si on sait qu'on va faire un site e-commerce avec quelques produits ou si on va avoir 1000 références, par exemple. Puisque là, il faudra vraiment avoir un outil adapté pour avoir un nombre de références qui est énorme. Après, si on part sur des sites où on sait qu'on va avoir que 2-3 références, les outils, quand un outil par exemple comme WordPress suffit. Donc l'idée c'est vraiment de réfléchir sur voilà quel marché je vise, parce qu'encore une fois on peut pas parler à tout le monde, hein, il vaut mieux être précis dans ce qu'on fait parce qu'à vouloir parler à tout le monde finalement on parle à personne. Donc du coup, il faut bien identifier qui sont vos prospects, à qui on parle. Donc là, du coup, on parle souvent dans le jargon marketing de buyer persona, hein, qui est en fait votre client idéal. Donc l'idée, c'est faut faire un portrait robot du client idéal pour être au plus proche de ses attentes et de ce qu'il souhaite et de ses besoins. Ensuite, bien sûr, toujours se fixer des objectifs qui soient, comme on dit, smart. Donc, ça veut dire quoi, smart? Ça veut dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et bien sûr temporel. Donc, en gros, quand on lance un site, l'idée, c'est pas de se dire, je vais peut-être vendre 100 produits par mois. Ça paraît déjà, voilà, peut-être énorme. Encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous vendez comme type de produit. Donc, il vaut mieux, des fois, partir sur petit à petit que de faire tout ou vouloir tout d'un coup, parce que sinon, c'est là aussi où on se démoralise sur ce genre de projet. Bien sûr, de voir un peu aussi votre concurrence, hein, où est-ce que vous êtes, dans quel marché vous arrivez et comment justement vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ça et quels seront vos points de différenciation et vos valeurs ajoutées par rapport à ce qui existe déjà
sur le marché. Et bien sûr, peut-être aussi voir les obstacles qu'il y aura. Alors, c'est vrai que souvent, on en voit beaucoup. Il ne faut pas non plus tous se les prendre. Voilà. Mais après, effectivement, tout n'est pas linéaire, hein. Tout chef d'entreprise a des hauts et des bas. Et donc, du coup, l'idée, c'est quand même les obstacles, les prendre, je dirais, peut-être un à un et surtout avancer, ne pas rester statique. Carrément. Et du coup, on parlait des solutions pour son e-commerce. Alors, je vais y répondre plus ou moins parce que c'était pas forcément l'enjeu que je voulais aborder sur l'outil en lui-même, mais on va dire les solutions que vous devez avoir sur votre site. Et après, on pourra parler des outils si vous le souhaitez. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une boutique en ligne, donc là où vous pouvez vendre votre business. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que, un peu comme disait Bertrand tout à l'heure, c'est que c'est votre boutique en ligne. C'est-à-dire que là où vous pourriez d'habitude avoir des gens qui rentrent dans votre boutique, ben, l'idée, c'est de revivre cette expérience-là en ligne. Ce qui va être aussi important, c'est le paiement et la livraison. J'ai encore beaucoup de clients qui se posent beaucoup de questions et qui arrivent en voulant créer un site e-commerce, en fonçant là-dedans, sans avoir réfléchi à ça. Et pourtant, ça fait vraiment partie, je pense, du business plan parce que les solutions de paiement et livraison vous demandent potentiellement des marges. Enfin, en tout cas, il y a des frais. Donc, il faut inclure potentiellement. C'est toute une réflexion qu'il y a derrière et qui nécessite quand même un petit benchmark, en tout cas, de trouver la solution qui est la plus adéquate selon vos besoins et vos ressources. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu dès le départ, avant la création du site, je dirais. Ce qui va être très important, c'est l'outil d'analyse. Je voyais tout à l'heure dans le chat, ça parlait de Google Analytics. Évidemment, le principe d'une boutique en ligne, c'est qu'elle ne va pas forcément être statique. Elle va évoluer au cours du temps, en fonction des tendances, évidemment, mais aussi de vos utilisateurs et de leur comportement. Et ça, vous n'en serez jamais aussi sûr que si vous avez des analyses et des statistiques. Et pour ça, Google Analytics est encore le mieux positionné. Donc, je vous invite, dès le lancement de votre boutique en ligne, à avoir déjà Google Analytics dessus. Ce sera déjà un gros plus pour plus tard. Et puis, évidemment, un CRM et un outil d'emailing. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'entretenir votre base de contacts, de venir faire des emails marketing ou plus promotionnels. Mais c'est ce qui va permettre aussi de fidéliser votre clientèle sur le long terme. Et puis, de la même manière, de pouvoir déclencher des actes d'achat. Vous avez déjà tous essayer de faire une commande en ligne, ne pas avoir réussi pendant, par exemple, le paiement ou quoi, laisser tomber sur le coup et avoir reçu quelques jours après un petit mail qui vous dit « Hey, tu as fait un panier, et puis tu l'as complètement abandonné, ça ne te dirait pas de venir le terminer ?» Ces petits rappels, ces choses-là, c'est fait grâce au CRM, grâce à l'emailing. Et ça, si vous ne récoltez pas ces informations-là, vous ne pourrez évidemment pas le faire. Alors, c'est des étapes qui sont un peu plus poussées dans le e-commerce. Dans un premier temps, potentiellement, on peut y arriver sans ça. Mais vous verrez que plutôt comme les outils d'analyse, vous les mettez en place, mieux ce sera par la suite. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être parler des outils parce que je vois quand même beaucoup de questions à ce sujet-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélanie. Oui, vas-y, oui, si tu as... Carrément. Si après, je conseille. Je peux ajouter quelque chose. On aura souvent des avis différents. Si je peux faire... Pardon, Bertrand, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter un truc sur les outils d'analyse, si tu veux. Ouais, vas-y, carrément. En fait, un conseil, moi, là, vous voyez, je suis en train de regarder le Google Analytics en temps réel. Donc, je vois qu'il y a 13 personnes sur les... il y a 10% de vous qui sont en train de regarder mon site. Allez-y, comme ça, je peux regarder. Ça augmente. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a lancé son site. Moi, quand j'ai lancé mon site, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu une commande dès la première semaine. Ouais, j'étais super content, mais en fait, dès la première semaine, ça s'est enchaîné et j'avais plus le temps pour faire ces choses-là. Donc, heureusement, j'avais passé les quelques mois avant à tout bien positionner sur mon site. Donc, pas grand-chose, hein, mais justement, Google Analytics, tout ce qu'il faut pour pouvoir, Search Engine, les choses comme ça. Quand j'ouvre mon navigateur le matin, tout s'ouvre automatiquement et je peux vraiment voir ce dont j'ai besoin. Mais un conseil, c'est que c'est des choses qu'il faut gérer avant que vous lanciez votre boutique parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver 6 mois plus tard, voire un an plus tard, à le mettre en place beaucoup trop tard parce que vous aviez plein d'autres choses à gérer, quoi. Carrément. C'est un peu le même.
j'ai envie de rejoindre ce point-là sur les outils. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on pourrait tous vous donner notre avis sur ça, je pense que c'est bien, ça, je pense que c'est pas bien. Ce qui va dépendre aussi, c'est votre situation à l'heure actuelle et ce que vous avez envie de faire. Typiquement, il y en a parmi vous qui ont très envie de se former et qui ont envie de passer du temps sur leur site. Alors déjà, il faut se poser la question de l'envie et est-ce que vous aurez le temps? Comme Bertrand, potentiellement, après, vous êtes sous le feu des projecteurs et vous n'avez pas forcément le temps, même si vous avez l'envie. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y a un enjeu à se dire... est-ce que j'ai vraiment envie d'y passer du temps? Si vous n'avez pas envie, que c'est pas si vous n'avez pas de réelle envie de vous former dessus, préférez des outils qui sont un petit peu déjà tout intégrés et qui peuvent vous permettre très facilement de faire quelque chose ou tout simplement passer par un professionnel qui le fait à votre place. Et si, à contrario, vous avez envie, soit par souci d'économie, soit parce que vous avez vraiment envie de vous former là-dessus, envie de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, là, vous pouvez vous diriger vers des solutions. Typiquement, j'ai vu passer au WordPress. Ça, c'est une solution, je pense, sur laquelle il faut aussi avoir envie de se former, qui n'est pas tout autonome comme pourrait l'être une solution comme Shopify, par exemple. Et à contrario, Shopify ne vous appartient pas, WordPress, oui. Donc, il y a des pour et des contre dans chaque solution. Et ça va dépendre de votre cas, vos besoins et vos ressources, je pense. Mélanie, si tu veux donner ton avis, je ne sais pas si tu es d'accord avec Oui, 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 tout à fait. Après, effectivement, il faut vraiment définir aussi votre projet en fonction du projet que vous avez. Et comme tu disais très justement, attention parce que il y a des solutions aussi vous n'êtes pas propriétaire comme Wix, Squarespace ou Shopify, contrairement à des WordPress et des PrestaShop. Et aussi penser surtout à dire commencer petit, c'est-à-dire avec ce qu'il existe. Comme disait Bertrand, des fois au début, juste de prendre le template de départ et c'est simple et c'est suffisant. Et puis après, regardez quand même si votre solution permet d'aller plus loin. Mais en fait, de mettre les briques petit à petit. Moi, je dis toujours à mes clients, commencez petit, même en nombre de références. Il vaut mieux au départ en avoir peu, mais que ça commence à tourner, etc., que vouloir déjà en mettre 100, 150, qui est déjà un énorme boulot à mettre en place, etc. Et puis, y aller progressivement. Donc, dans les solutions, regardez aussi si c'est évolutif. Parce qu'après, il peut aussi y avoir des solutions sur lesquelles vous êtes vite bloqué et vous ne pouvez pas aller sur ce que vous voulez. J'ai vu aussi dans le chat que quelqu'un parlait, on parle là de produits physiques, mais aussi on peut avoir des produits, des services qu'on vend. Il y a quelqu'un qui parlait de formation, par exemple. Donc là aussi, c'est un projet un peu différent. Et donc, il faut voir aussi après si tout ça s'intègre au sein du même site ou si on a besoin après d'outils externes, etc. Parce qu'après, plus on démultiplie les outils, plus ça peut être aussi compliqué de les connecter entre eux. Carrément. On continue? Ouais. Alors, une navigation optimale. Donc, ce qu'on avait envie de vous partager là-dessus, c'est plusieurs choses. Déjà, le menu, c'est-à-dire que l'idée d'un site e-commerce, c'est bien sûr d'avoir un menu qui est bien organisé, avec une nomenclature qui est cohérente avec certaines catégories. Puisqu'en fait, l'idée dans un site e-commerce, c'est que tout de suite, le client aille sur les produits qu'il recherche. Donc là, j'ai mis par exemple ce que fait Bertrand. Donc lui, il est à qu'un niveau, les vélos reconditionnés, la location de vélos, les vélos électriques. Après, à un moment donné, peut-être que quand il aura aussi peut-être plus de volume ou quoi qu'est-ce, il pourrait sous chacun faire des sous-catégories. Par exemple, je ne sais pas, enfants, hommes, femmes, si on veut tout de suite aller sur des vélos en fonction de qui on est. Voilà. Ou alors là, je vous ai mis un autre exemple, c'est des chaussures. Et ben du coup, ils font aussi des chaussures, ils font aussi de la maroquinerie et des accessoires. Donc du coup, c'est catégorisé pour que ce soit rapidement lisible. Donc ça, c'est pareil, ces genres de choses, on réfléchit pas trop des fois en amont de comment on va organiser les choses. Surtout, toujours pareil, quand on commence avec quelques produits. Mais ayez toujours en tête que ça va grossir. Et donc, du coup, essayez de voir, de se dire, voilà, si demain j'ai beaucoup de produits, comment je les organise? Est-ce que je rentre par, je prends un autre exemple je sais pas, de recette de cuisine que je vends ou quoi qu'est-ce? Est-ce que je rentre plutôt par cuisine française, italienne ou autre et après je fais entrée, plat, dessert? Ou est-ce que je fais l'inverse? Je peux dire toutes les entrées et après dire est-ce que tu as plutôt envie d'une cuisine française ou autre? Donc tout ça, ça se réfléchit vraiment en amont. Autre reco que je pourrais vous donner. Oui, bien sûr. Excuse-moi, j'ai des idées comme ça, alors ça peut toujours intéresser les gens.
Moi, ce que je me suis dit par rapport à ce menu-là, c'était je vais le mettre, donc je vais mettre peu de menus principaux et je vais commencer par ceux grâce à quoi je pense que je vais avoir du succès. C'est vrai que ce que vous disiez là sur le nombre de références, dans mon cas, par exemple, j'ai pas eu beaucoup de références, surtout si je parle des accessoires, par exemple, eh bien, je peux dire un an après, il y a pas mal d'accessoires que j'avais au début qu'en fait, je vais arrêter de vendre et j'ai décidé de vendre autre chose. Donc, si on en met trop dès le départ, ça vous rajoute du boulot. Ensuite, pour recréer, parce que vous ne ferez pas tout parfait dès le départ. Donc, c'est sûr que vous allez retravailler sans cesse. Et si vous avez trop de références, c'est vrai que ça rajoute du boulot. Moi, j'ai eu ça. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, parfois, on se dit, donc moi, j'ai quelques pages qui sont moins importantes qu'on trouve en bas de la première page, de la page d'accueil. Par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la page pour choisir sa taille de vélo. OK. C'est un tout petit lien en bas de la page, mais quand je regarde Google Analytics, grâce au fait qu'elle a été écrite en SEO, c'est une des pages grâce à laquelle je suis le plus trouvé sur Internet. Donc en fait, c'est pas parce qu'on va mettre une page tout en haut de sa première page, enfin un lien pour une page tout en haut de sa page d'accueil que voilà, elle va être plus utilisée. Il faut aussi penser au fait qu'un site internet, finalement, il y a plein de portes d'entrée, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre des pages qu'on trouve importantes, peut-être moins visibles, parce qu'elle sera visible de toute façon, techniquement, autrement, quoi. Voilà. Super, merci. Et donc effectivement, enfin, ce que tu disais, c'est que commencer aussi simplement, hein, comme tu l'as fait, c'est très bien parce que quand on démarre, on est encore en phase de test. Donc il y a, comme on dit, il y a peut-être des produits finalement qu'on pensait que ça allait cartonner et en fait non. Et donc au fur et à mesure, on les retire. Mais après, c'est vrai que si on a beaucoup plus de choses, il faut bien les catégoriser, sinon on s'y perd. Donc dernière reco, moi j'éviterais tout ce qu'on appelle les menus burgers. Vous savez, c'est des petits menus là qui sont comme dans les mobiles, on va dire. Alors ça, on a l'habitude dans les mobiles, mais sur un site pour un ordinateur, moi je trouve que ça demande un clic supplémentaire, donc c'est pas super. Et puis bien sûr, adapter votre menu en version mobile. La deuxième chose importante, c'est la barre de recherche et les filtres. Sur un site e-commerce, effectivement, rapidement, on doit pouvoir en fait aller rechercher quelque chose dont on a besoin. Donc, il faut que ce soit facilement identifiable. Souvent, bah, c'est une petite loupe, mais ça aussi, on peut mettre aussi une couleur différente. Et il faut que ce soit accessible sur toutes les pages et bien sûr positionné à un endroit stratégique. Et vous avez certains moteurs de recherche qui ont ce qu'on appelle des suggestions intelligentes, c'est-à-dire vous commencez à écrire et du coup ça vous propose, bah voilà, là j'ai fait par exemple sur la bottine, ça vous propose l'ensemble des bottines dans la boutique. Autre chose qu'a très bien fait Bertrand sur son site, c'est mettre des filtres, c'est-à-dire si vous cliquez sur un de ses produits, vous verrez que sur la gauche il y a des filtres, bah, ça permet rapidement d'aller affiner la recherche et de trier du coup le produit selon certains critères et d'amener en fait le visiteur plus rapidement sur le produit qu'il recherche. Ça, c'est pareil, Bertrand, c'est venu assez naturellement, ces filtres, ou comment ça s'est passé? En fait, ça c'est présent dans la version de PrestaShop gratuitement. C'est une fonctionnalité de PrestaShop qui est vraiment bien faite. Le tout, c'est que ce qui m'a pris du temps pour ça, c'est de comprendre comment bien organiser mon catalogue pour que justement les filtres fonctionnent en fait. Parce que toutes les tailles qu'on voit là, c'est des choses que j'ai créées moi-même, ça prend du temps et ben, il faut le faire bien dès la première fois parce que sinon on recommence tout. Mais sinon, c'est une fonctionnalité très bien faite de PrestaShop et je dois dire que même moi, je ne l'utilise pas, mais dans PrestaShop, il y a aussi pour la barre de recherche une fonctionnalité qui permet de faire des corrections intelligentes. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui s'écrit difficilement, qui a une orthographe compliquée, vous pouvez faire une liste d'orthographes erronées en fait, que les gens pourraient écrire pour chercher votre produit et les renvoyer de cette liste, de ces mots-là, vers le bon produit. Moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que c'est aussi une fonctionnalité de PrestaShop qui est possible.
Super. Et enfin, deux autres éléments qui pour moi aussi peuvent faire la différence. Alors après, là, c'est vraiment pour des sites où déjà il y a beaucoup aussi de volume, hein, mais après, on peut avoir certains sites qui ont beaucoup de choses. Donc, c'est notamment le fil d'Ariane, puisque ce petit fil d'Ariane, hein, c'est ce qu'on voit en haut comme ça souvent. Ça permet vraiment de ne pas perdre l'utilisateur et qu'il sache où il en est dans la navigation. C'est un peu du coup un plan du site. Et donc, notamment dans une boutique, ça permet de savoir auquel niveau de catégorie on est et auquel niveau de produit on est. Et puis pareil, dans le même esprit, en fait, quand on a des pages très longues, le fait d'avoir un petit bouton comme ça qui revient pour revenir plus haut, ça permet une navigation beaucoup plus fluide du site. Donc ça, c'est vraiment deux astuces pour, encore une fois, rendre les choses plus faciles pour le visiteur et qu'il ait envie de rester sur votre site et de continuer à naviguer. Et puis, à un moment donné, il est allé un peu à droite à gauche parce qu'il est allé fouiller certaines choses et il est complètement perdu. Et là, s'il est perdu, vous allez le perdre il va partir du site. Ensuite, on passe la main, Elisa. Ouais, carrément. On passe sur les fiches produits. Parce que pourquoi déjà optimiser une fiche produit? Il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que vous en doutez, mais forcément pour le référencement naturel et pour Google, c'est fortement apprécié. Donc, de la même manière que sur les autres pages de votre site, il va falloir identifier le bon mot-clé pour votre produit afin de pouvoir optimiser la page et la fiche produit sur ce mot-clé-là. Ensuite, ça va pouvoir faciliter la prise de décision des clients. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment vous dire que ce que vous cherchez à refaire, c'est une boutique que vous metteriez dans une rue, mais en ligne. Donc, vous n'êtes pas là comme un vendeur pour pouvoir argumenter et vendre votre produit. Votre site est là pour vous. Du coup, le but, c'est vraiment de donner toutes les informations que vous auriez pu donner de manière digeste. Du coup, on va donner tous les avantages, les caractéristiques. On va donc rendre ça un petit peu vendeur pour que le visiteur, en étant totalement autonome sur votre fiche produit, il puisse avoir toutes les informations dont il a besoin. Ça va pouvoir forcément du coup augmenter le taux de conversion. Donc là, ça rejoint un petit peu le deuxième point qui est de dire qu'il faut mettre en avant des caractéristiques et des avantages. Mais au-delà de ça, c'est surtout dans la composition de la fiche produit. C'est-à-dire qu'une fiche produit sur laquelle on va chercher le bouton, on va chercher le prix, on va pas trouver les bonnes infos, on va un peu galérer. Forcément, on va se dire, j'y reviendrai plus tard. Et potentiellement, on n'y revient jamais. Donc, il faut essayer de prendre le client quand il est sur le site et de ne pas le perdre à ce moment-là. Et pour ça, il faut vraiment que tout soit bien optimisé. Donc, les fiches produits, trop souvent délaissées, mais je pense qu'il faut vraiment passer du temps dessus et bien réfléchir avant de les faire et de les composer. Je vous montrerai après justement quelques exemples pour pouvoir vous aider. Et puis forcément pour améliorer l'expérience utilisateur, puisque sur le même principe, un client quand il arrive sur votre site, il passe en général 30 secondes sur chaque page. C'est très très court, comme vous l'imaginez. Et du coup, on veut vraiment qu'il trouve toutes les informations très rapidement et qu'il ne se pose pas de questions. Dès que ça va commencer à devenir un peu trop compliqué, il va laisser tomber. Donnez-vous l'exemple de vous-même en tant qu'utilisateur. Quand vous arrivez sur un site, que vous cherchez un produit et que vous ne le trouvez pas tout de suite, ça va vite, très vite vous énerver et vous allez vouloir changer de site. Ou alors quand vous avez à remplir un formulaire et qu'il y a 40 champs à remplir, ça nous saoule, on préférerait donner juste un email. C'est toujours le même principe. On cherche à faciliter la vie, à guider aussi l'utilisateur correctement. Et donc, c'est tout l'enjeu de la fiche produit. Et donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris du coup l'exemple de Bertrand parce qu'il est vraiment très très bien sur beaucoup de points, je trouve. Oui. On verra. Justement, on peut en discuter, mais après, sur comment tu l'as réfléchi. Mais déjà, je trouve que le premier élément, et ça, je t'en avais déjà parlé, mais c'est les images. Je trouve que sur beaucoup de sites encore, sur des e-commerce, les images sont délaissées. Alors que, je vais reprendre mon exemple, mais vous êtes toujours dans une boutique. La personne, elle ne peut pas tenir l'objet, elle ne peut pas le regarder, elle ne peut pas faire sa petite inspection. C'est les photos qui vont être là pour ça. Donc, il y a un vrai enjeu à ce qu'elles soient de bonne qualité, correcte, bien lumineuse et que vraiment la personne puisse se projeter correctement sur le produit. Je crois que Bertrand, ça t'avait des petits tips sur les photos. Tu peux peut-être nous les partager? Oui, en fait, j'y pensais tout à l'heure quand on parlait de... c'était quoi? Tester son concept ou voir ce que les concurrents font, etc. Essayer d'aller acheter un vélo d'occasion avec des photos aussi jolies. Il n'y en a pas. Les vendeurs de vélos ne sont pas habitués à faire des photos comme ça. Et moi, en tant que particulier, dans le passé, je faisais toujours attention à avoir des photos. Alors, ce n'était pas dans un petit studio comme ça, mais je faisais toujours attention.
Et j'avais des retours de personnes, quand j'avais pas encore créé la boîte, qui me disent, parce que je vendais déjà des vélos de randonnée un petit peu comme ça en tant que particulier, et qui me disaient, oh, puis en plus, les photos, elles étaient vraiment super, vraiment. Et ouais, c'est sûr, c'est important. Si vous avez acheté une paire de Nike sur Zalando, vous allez voir qu'ils ont passé des heures à faire des super photos d'une paire de baskets, quoi. Donc, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour un vélo, et même s'il est reconditionné, justement, ça donne une impression de qualité. Et encore une fois, quand on regardez ce que vos concurrents font, certains le font bien, enfin, certains font des choses bien, d'autres choses moins bien. Mais de nouveau, je disais au début, ne réinventons pas la roue. Il y a des techniques qui existent et il faut aller prendre les idées là où elles sont, quoi. Ça peut être vos concurrents, ça peut être Zalando, comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Tout, tout a été déjà fait, en fait. Donc là, pour le coup, les photos, pour moi, c'était assez naturel de faire en sorte de mettre en valeur un produit qui est reconditionné. Pour moi, c'était important de montrer cette idée de qualité aussi via les photos. Donc c'est tout bête, hein. Bon, j'ai un tout petit peu, je me suis renseigné comment faire des belles photos avec un fond blanc, blabla. Et maintenant, ça va assez vite. Je les prends et 5 minutes plus tard, je peux les mettre sur mon ordi. J'ai aucune retouche à faire. Donc c'est hyper important. Ouais. Carrément. Même pour un produit reconditionné ou un produit pas cher, hein, que vous vendiez des bracelets à 3 euros, faites des belles photos, quoi. C'est hyper important. Vous allez vendre beaucoup plus, c'est sûr. Encore plus. Je pense que franchement, c'est pour vous donner un exemple de la vie courante, s'il y en a certains qui ont déjà vendu des vêtements sur Vinted, vous verrez, faites le test, mettez un t-shirt à plat comme ça par terre et portez-le en photo, vous verrez que vous le vendrez 3 fois plus vite s'il est porté. Les photos, vraiment, ça fait toute la différence. Et de la même manière, il faut en mettre plusieurs potentiellement pour monter le produit sous tous ses angles. Si vous avez la possibilité de faire une vidéo, alors ça nécessite potentiellement plus de ressources et ça dépend aussi du produit, c'est pas toujours pertinent, mais ça peut l'être, donc n'hésitez pas. Typiquement, Bertrand, lui, il a mis une photo avec les sacoches qui sont en option. Bah, ça permet tout de suite au client de se projeter potentiellement et de voir où il les accroche. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont très, très cool. Si vous vendez des vêtements, ça peut être sympa d'avoir une tenue complète. Enfin, voilà, il y a plein d'applications. Si vous vendez des poussettes pour les bébés, montrez comment elle est pliée et quelle place elle prend. Enfin, voilà, il y a toujours une application pour tous les produits. Donc, s'il y a un budget à mettre vraiment sur le e-commerce, j'ai envie de vous dire, faites de belles photos. Et encore une fois, comme disait Bertrand, si vous avez un peu de matériel ou vous investissez un peu à la base, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à un professionnel. Mais si jamais vous n'avez pas l'envie et que vous n'avez pas le temps, faites appel à un pro, ça vaut toujours plus le coup. Ensuite, sur la fiche produit, on va retrouver le prix et le titre, pardon, de manière claire et distincte. Des fois, il y a des titres qui ne sont pas très parlants. Pourquoi on va prendre un titre clair? Déjà parce que potentiellement, on va y insérer son mot-clé, donc il va falloir qu'il soit optimisé, mais aussi pour que le client puisse le retenir et le retrouver très facilement. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des cas, les clients, ils ne vont pas forcément acheter tout de suite. Ils vont d'abord se balader sur le site, voir un peu les produits et puis potentiellement y revenir plus tard. Et quand on a retenu le nom du produit, quand il est vraiment bien écrit, on va le retenir plus facilement. De plus, dans les résultats de recherche, et Mélanie parlait tout à l'heure de la recherche intuitive, et pareil, si votre titre est bien optimisé et bien réfléchi par rapport aux recherches des utilisateurs, quand ils feront les recherches, les résultats seront beaucoup plus pertinents. Donc vraiment s'attarder un petit peu sur le titre. Que le prix soit bien visible, bon ça globalement c'est pas une erreur très commune, mais je préfère quand même le préciser, qu'il soit bien écrit et surtout qu'il soit précisé si c'est pertinent comme c'est là pour Bertrand, TTC ou hors taxe. Si jamais vous vendez à des professionnels. Ça peut paraître bête, mais si jamais c'est pertinent dans votre secteur, ça paraît cool de bien le mentionner. Et ensuite, on va mettre une petite description courte. Alors là, j'ai mis une grosse croix rouge, ça fait très jugement, mais promis Bertrand, c'est pas une critique. Mais t'as raison. En fait, l'idée de la description courte, c'est de donner quelques premiers éléments tout de suite accrocheurs pour le client, pour le décrire le produit. Et là, typiquement, pourquoi j'ai mis une croix rouge sur Bertrand, c'est qu'en fait, juste en dessous, il a remis les mêmes éléments qu'on retrouve juste en dessous. En soi, les éléments du dessous, garantie, livraison, satisfait ou remboursé, c'est top et c'est ce qu'on appelle des éléments de réassurance ou de crédibilisation. En gros, c'est des éléments qui vont permettre à votre cible, à votre visiteur d'être assuré qu'il est entre de bonnes mains, qu'il est content. C'est un peu ce que vous retrouvez quand on vous dit, c'est ce qu'on a là d'ailleurs, satisfait ou remboursé, livraison dans toute la France, sous 15 jours, en 24 heures, ce genre de choses. Là, on a la garantie de 6 mois dans le cas de Bertrand. Ça peut être aussi, on accepte les cartes et les chèques, ce genre de choses sur les moyens de paiement.
Bref, ça peut être quelques éléments un peu pratico-pratiques, on va dire. Et là, ce que j'ai trouvé dommage c'est que du coup, on répète ces éléments alors que tu pourrais donner des éléments plus précis sur le produit en soi. C'est ce qu'on va plutôt chercher à faire dans la description courte. Alors là, sur un vélo, moi, je ne suis pas hyper technique, donc je ne sais pas ce que les gens regardent, mais j'imagine qu'il y a des éléments. Vas-y. Droit de réponse. Vraiment. Non, mais en fait, tu as carrément raison. Et là, tout à l'heure, je disais justement que c'est important de réfléchir à ce qu'on fait dès le départ, parce qu'à un moment, on va tellement courir qu'après, on n'a plus le temps de changer. Et en fait, ce double message, je l'avais vu pratiquement dès le départ, quoi, parce qu'en fait, la partie en bas, c'est une partie automatique de PrestaShop qu'on peut personnaliser. Alors que la partie en haut, c'est une partie qu'on peut changer sur chaque produit. Et je m'étais dit au départ, je vais essayer de ne pas le changer sur chaque produit, parce que quand je crée un produit, j'ai un produit spécial que je copie à chaque fois, où il y a toutes les infos. Comme ça, après, j'ai plus qu'à enlever. Et donc, quand je fais un copier-coller de ce produit-là pour créer un nouveau produit, j'ai tout de suite le texte et ça, je m'en occupe plus. Mais après, je m'étais dit non, c'est pas bien en fait. Il vaut mieux mettre, comment dire, un petit résumé sur ce vélo-là spécifiquement, vraiment une seule ligne, quoi. En plus, c'est pas mal parce que ça me remonte un petit peu peut-être la partie du bas. Je m'étais dit ça il y a des mois et je ne l'ai pas fait. Et l'autre jour, là, c'est quand j'ai revu la présentation que vous m'avez envoyée, je pense, hier. Et depuis hier, je change ce truc-là. Maintenant, c'est personnalisé par produit. Merci, Elisa. De rien, pas de souci. Mais oui, carrément. Et ben en plus, comme tu disais, c'est qu'il y a aussi un enjeu à avoir un gain de place. Quand les gens sont sur leur ordinateur, ils ont un écran et potentiellement, bah, ils voient, comme la vue que j'ai pris là en screen, ils ont que cette vue-là. Et donc, le but, c'est de mettre un maximum d'informations qui soient diverses pour qu'ils aient le max d'infos déjà en un écran. Donc, si on peut en remonter quelques-unes, c'est trop, trop cool. Mais pour le reste, c'était très, très bien. Et puis après, ça, c'est de manière un peu automatique, mais là, il y a des spécificités que je trouve cool. Le choix de la quantité, si c'est pertinent, parce que ça l'est pas toujours. L'ajout au panier. Sur l'ajout au panier, j'aurais juste une mention de dire que mettez des boutons qui soient bien visibles. Des fois, on a des boutons qui sont pas lisibles ou avec un texte qui laisse un peu le doute planer sur ce qui va se passer derrière. Soyez hyper clair. Ajouter au panier, voilà, c'est clair. On sait que ça va l'ajouter au panier et qu'après, on va passer au paiement. Et des fois, je vois des trucs comme, surtout quand il s'agit de commandes, où on confond un peu le moment de la commande, le moment du paiement. Les gens ont toujours besoin de savoir bien, au moment où ils vont cliquer, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, il faut que ce soit très clair sur le bouton. Et puis là, deux fonctionnalités qu'ont rajouté Bertrand que je trouve cool, qui est le stock, pour savoir s'ils sont en stock ou pas. Alors, c'est particulier à ton secteur aussi, à ton produit, c'est sûr, mais je pense que sur d'autres produits, ça peut être carrément pertinent, surtout s'il y a un sujet de quantité limitée. Et puis la wishlist. Parce que, comme je disais tout à l'heure, potentiellement, il y a des gens qui n'achètent pas tout de suite. Ils ont besoin de faire déjà leur première sélection et d'y revenir plusieurs fois. Et la wishlist, ça peut permettre de mettre de côté certains produits qui nous plaisent et d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est des plus. Ce n'est pas vital pour votre fiche produit, mais c'est des petits plus qui sont cool. Donc, selon votre cible, à prioriser ou pas après dans le temps. Et puis, un petit peu plus bas, du coup, sur ta fiche produit, parce que c'est pas terminé. 3 éléments qui sont très cool et que je vous conseille de mettre aussi, c'est du coup la description longue, qui va forcément servir au référencement naturel, mais aussi pour encore plus pouvoir décrire votre produit et donner des caractéristiques. La fiche technique. Alors pareil, là, c'est encore très spécifique au vélo et ça s'y prête très bien. Mais franchement, sur la plupart des produits, vous pouvez faire une fiche technique. L'idée, c'est de retrouver les quelques éléments vraiment sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'argumenter, mais juste où il faut donner des éléments de manière très succincte et très claire. Et je trouve que le format tableau comme ça fonctionne assez bien. Et j'imagine que toi aussi, pour les rentrer à la main, c'est plus simple et c'est des champs automatiques. C'est ça. Ouais, ça facilite bien les choses. Et puis, ça, on l'oublie trop souvent, mais il ne faut pas l'oublier, c'est le cross-sell. Donc, c'est ce qu'on a juste en dessous et qui vous permet de proposer à votre client des produits connexes aux produits sur lesquels il est. Donc là, typiquement, en achetant votre vélo, hop, on pense aux petites sacoches, on pense à la sangle de sécurité, potentiellement, on pourrait penser à l'antivol, etc. Ça dépend des produits que vous proposez. C'est le même principe que quand vous allez sur un site de fringues et qu'on vous propose les chaussures qui vont avec ou alors une robe similaire pour aller... pour proposer d'autres options, quoi. Ça, il faut bien y penser parce que c'est super important. Ne vous mettez pas des limites en vous disant, j'ai encore des clients qui me disent ouais, mais bon, mon produit il est déjà cher, donc j'ai pas envie de pousser à l'achat
vous forcez personne, vous faites juste des propositions. Quand vous vous baladez dans un magasin, il y a plusieurs rayons. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer par tous les rayons et d'acheter tout, mais juste on vous fait des propositions. Bah, là, c'est le même principe. Il n'y a personne qui dira au client que vous avez des sacoches en plus à accrocher sur le vélo si vous ne lui montrez pas. Donc, il faut bien le montrer. Si je peux ajouter un truc, si ça ne te dérange pas, c'est que je me suis rendu compte d'une chose aussi. En fait, je vends des vélos hollandais à l'origine, mais c'est surtout des vélos de randonnée. Et de temps en temps, je trouve des vélos de marque pas hollandaise, mais qui sont super, donc je les prends quand même. Et je me suis rendu compte, en fait, que grâce à ces marques de vélos qui n'étaient pas hollandaises, en fait, j'ai été trouvé plus souvent grâce à ces marques-là que je n'avais pas prévu de vendre au départ, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait, la rédaction aussi, pas seulement pour un produit en lui-même, mais quand on voit la petite rédaction de la description que je fais, elle est écrite en SEO avec un code derrière qui est propre, avec comment dire, des mots en gras qui me permettent d'être retrouvés sur Google. Quand je parlais des différentes portes d'entrée, là, typiquement, là, on voit Shimano Alpine, par exemple. C'est un produit qui est pas souvent vendu en France, mais grâce au fait que peut-être je l'ai écrit en gras, quelqu'un va me trouver dans Google et va aller directement sur cette page produit. Donc, c'est important aussi de... Bon, il ne faut pas en mettre trop pour se faire aussi la vie facile si on n'avait pas beaucoup dans l'entreprise, mais c'est important de rédiger correctement en SEO, même sur les pages produits. Voilà. Carrément. Et c'est important, je pense, quand vous choisissez vos mots-clés, d'avoir une vraie stratégie parce que bah, là, comme le disait Bertrand, il a dit, ouais, il y a des vélos qui sont vraiment très recherchés et donc j'ai un sens vraiment et j'ai une opportunité à me placer sur ces mots-clés-là. Et de la même manière, j'ai des clients des fois qui me disent, ouais, mais moi, mon produit, je l'appelle comme ça, c'est le terme technique. Donc, c'est ce mot-clé-là que je veux mettre en avant. Et ce que je leur explique, c'est que on n'a pas toujours comment vous définissez votre produit et comment les clients vont le rechercher, c'est pas toujours la même chose. Donc, pensez aussi à vous mettre à la place vraiment du consommateur. Et le consommateur, il n'aura pas forcément les termes techniques des fois. Il aura peut-être des termes un peu plus généraux. Donc, c'est important de bien faire la recherche côté vraiment utilisateur de ce qu'il va rechercher et quels sont ses besoins. Le site, vous ne le faites pas pour vous le faites pour vos visiteurs. C'est important de le garder en tête. Bah, tu vois, typiquement, dans les Vous aimerez aussi, on voit option guidon papillon. En fait, ça s'appelle pas un guidon, ça s'appelle un cintre. Mais je mets guidon parce que je sais que les gens vont chercher guidon, tu vois. Voilà, exemple illustré, carrément. Ouais, non, mais ça arrive très souvent, ça. Donc, c'est important de bien l'avoir en tête, je pense. Ça n'empêche pas de mettre le terme technique quelque part, forcément, parce que ça reste la dénomination du produit, mais il faut qu'il y ait les recherches qui soient pour l'utilisateur. Juste une petite note, parce on arrive au bout du temps imparti à la base, donc on risque de dépasser un petit peu. J'ai partagé pour ceux qui doivent partir à midi pétante le lien vers le formulaire et n'hésitez pas à du coup récupérer la présentation, donner votre avis, etc. Et puis vous aurez le replay si jamais vous devez nous quitter. Voilà, parenthèse fermée, je vous laisse continuer. On enchaîne sur la suite. Allez. Et du coup, on vous avait mis un modèle de fiche produit qui était proposé par Mélanie. Donc, je ne repasse pas dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus avec la fiche technique de Bertrand, mais ça vous permettra d'avoir un exemple potentiellement si vous voulez faire votre fiche produit. Merci Elisa. Donc maintenant, on va partir sur le 4e point qui était de vous expliquer pour nous ce qui est un parcours d'achat optimisé. Comme une fois qu'on est dans le produit, comme l'expliquait Elisa, et qu'on a envie de ce produit, normalement, on dit acheter et on le met au panier. Donc ça, c'est la première étape. Donc ce panier, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre site e-commerce. C'est une étape centrale dans le tunnel d'achat, puisque si le visiteur commence à mettre au panier, c'est qu'il a vraiment un intérêt pour votre produit. Donc souvent, par défaut, ce panier, on l'a dans le menu en haut à droite. Et après, selon les sites, on voit que soit ça s'affiche juste le produit et on dit après on passe commande. L'étape d'après, c'est passer commande. Soit après, il y a certaines fois où aussi on peut avoir à nouveau la petite image du produit, son prix, etc.
ce qui peut aussi du coup montrer l'ensemble de la commande qu'on a passée. L'idée, hein, c'est toujours pareil, c'est d'avoir le moins de clics possible aussi pour le visiteur pour qu'il retrouve son panier. On voit des fois trop souvent des sites internet où il n'y a pas de panier, où on ne sait pas où est le panier. Et donc, du coup, toujours pareil, si vous perdez votre visiteur, eh ben, il va sortir du site et vous aurez perdu une commande. Et ce qui est important aussi, donc une fois aussi qu'on arrive sur la page du panier, c'est qu'on puisse du coup revoir le produit, revoir son prix, revoir aussi la quantité, parce qu'on peut vouloir aussi changer de quantité. Et aussi, ce qui est très bien fait là sur le site de Bertrand, de pouvoir aussi revenir à la boutique. Parce qu'encore une fois, et pour X ou Y raison, il veut changer des choses ou ajouter des choses, comme cet exemple que je vous ai mis, où dans la fiche sur la page du panier, sur ce site-là, il y a en fait les produits complémentaires qu'on retrouve. On peut le mettre en fait dans la fiche produit, comme l'expliquait Elisa tout à l'heure, mais aussi sur la page panier, pardon. Par exemple, là, il propose des produits d'entretien de la chaussure. Et donc, du coup, à cet endroit-là, on peut encore ajouter des produits complémentaires. Donc ça, par rapport à une question qui était dans le chat où j'ai répondu. Donc ça s'appelle du cross-sell, c'est-à-dire qu'en fait, on rajoute des produits complémentaires aux produits de départ. Le upsell, c'est plutôt d'aller chercher un produit plus cher, de proposer un produit plus cher. Dans l'exemple que j'ai mis, j'ai dit par exemple pour un vélo, on pourrait très bien proposer qu'il existe le même modèle mais électrique. Donc, est-ce que tu veux pas finalement un électrique qui est plus cher? Voilà, c'est ça la différence quand on parle de cross-sell et upsell. Autre point très important, on en a déjà un petit peu parlé, mais la livraison. Encore une fois, ça c'est le genre de choses, Bertrand pourra peut-être nous en dire deux mots, mais qu'il faut, et Elisa nous l'a dit aussi au départ, il faut penser vraiment à la livraison en amont du projet aussi, c'est-à-dire comment je vais faire que mes produits arrivent chez le consommateur. Est-ce que je fais une livraison gratuite? Est-ce que je fais une livraison payante? Est-ce que je fais une livraison rapide, économique, à domicile, en point de relais? Il y a énormément de possibilités. Il faut les étudier aussi en fonction bien sûr du produit et du poids du produit et de la taille. Hein. C'est pas la même chose de livrer un vélo qu'un bracelet. Du coup, il y a des transporteurs qui font ça. Donc, il faut vraiment se renseigner. Moi, je vois encore trop de clients qui se posent la question presque en fin de projet où c'est pas maintenant qu'il faut aller démarcher, voir ce que proposent les uns et les autres. Parce que le délai de livraison et son coût aurait un réel impact quand même sur l'achat. C'est vrai que combien de fois, même moi, hein, je me retrouve à faire des choses et je vois du coup le coût de livraison qui peut des fois aussi être important en fin de commande, bah, ça peut être assez dissuasif. Donc c'est vraiment très important déjà aussi de bien le spécifier. Et il faut être vraiment très transparent sur ces frais de livraison. Et puis, bien sûr, la qualité de service aussi est très importante. Il faut savoir que 35% des gens changent de e-commerce suite à une mauvaise expérience de livraison. Donc ça aussi, c'est vraiment, si vous voulez chercher aussi de la fidélité et que les gens reviennent pour pouvoir recommander chez vous, c'est des choses qui vont peser dans la balance. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux dire deux mots sur tes choix. Toi, tu as fait le choix en retrait, forcément pour les gens qui habitent autour de chez Oui, toi, ou sinon France Express. oui bah, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment important de ne pas négliger ce point-là. Moi, ça a été une belle petite galère pour organiser tout ça, parce que je voulais pas utiliser un transporteur qui utilise des sous-traitants, les vélos pouvant être perdus sur des plateformes. Et combien d'entre vous peut-être ont reçu un vélo avec un carton complètement abîmé, parce que c'est plus le carton est gros, plus ils vont se faire abîmer vite, quoi. Donc c'était vraiment un risque pour moi cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps de trouver le bon partenaire, et je travaille qu'avec un seul partenaire, et c'est France Express. Euh, pour la partie carton, j'ai galéré parce que c'est impossible presque impossible, parce que du coup, j'ai réussi quand même à faire des cartons de 2 mètres de long pour pouvoir mettre un vélo dedans. C'est pas des cartons qui se font dans toutes les usines de carton, en fait. C'est des formats énormes.
Donc pour moi, c'était un petit peu compliqué. Et puis l'autre chose, c'est la stratégie prix de la livraison. Parce que je vais vous donner un scoop, ça ne coûte pas 49 € d'envoyer un vélo dans un carton, ça coûte plutôt le double. Donc je l'ai mis, je le rajoute en fait sur le prix des vélos. Et puis j'ai décidé de faire ça pour garder un prix de livraison acceptable en fait. Voilà. Super, merci pour ces précisions. Et puis enfin, le paiement en ligne, hein, toujours pareil, je te relaisserai aussi la parole pour savoir pourquoi ces choix-là. Mais effectivement, étape décisive, hein, parce que c'est sûr que c'est là où on va voir vraiment notre commande, ce qu'on doit payer, les frais de livraison seront indiqués, etc. L'idée, c'est de proposer des modes de paiement variés quand même, de proposer à minima la carte bleue, ça c'est vraiment à minima, mais c'est vrai que de pouvoir aussi proposer, par exemple, comme le fait Bertrand, un virement bancaire ou chèque. Alors ça, chèque, juste attention où enfin si vous êtes en France, ça marche très bien. Attention parce que après, si vous êtes aussi à l'étranger, les chèques à l'étranger, ça marche un peu moins bien. C'est très français le chèque. Et après, surtout aussi, certaines plateformes proposent des systèmes de paiement qui sont déjà intégrés, quand d'autres, bah non, il faut toujours pareil, aller se renseigner sur quel système de paiement on peut rattacher au logiciel utilisé. Donc là, on a plusieurs possibilités. Ça peut être soit une banque, soit un prestataire de services comme Stripe, PayPal, ou des choses en ligne directes. Et attention aussi de bien voir les frais en fait que ça engendre. Hein. Souvent, on veut tout de suite se rattacher à sa banque, mais souvent, sachez que les banques, elles ont des frais de commission qui sont des fois plus importantes que des Stripe ou des PayPal. Donc, moi, je préconise peut-être encore une fois de commencer avec des systèmes comme Stripe et PayPal qui sont très bien pour démarrer. Et après, si votre volume commence à être vraiment intéressant et que vous avez un chiffre d'affaires qui commence à être assez conséquent, peut-être que là, vous pouvez basculer sur votre banque ou sur un autre système. Soyez aussi vigilants sur là où vous livrez. Encore une fois, j'en parlais juste un peu avant, puisque si vous avez par exemple des produits internationaux, il faut peut-être mieux privilégier un PayPal qu'un Stripe parce que les frais à ce moment-là ne sont pas les mêmes. Donc ça aussi, c'est très important d'avoir en tête où est-ce que vous allez être uniquement en France ou peut-être à l'étranger. Bertrand, pareil, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Juste pour une chose, moi dans mon cas, c'était plus que je bosse avec ma banque sur pas mal d'autres choses. Donc il y a aussi l'idée de travailler avec un partenaire, même si ça coûte un petit peu plus cher. Et puis c'était pas la première raison, mais la première raison, c'est surtout que je me suis dit, c'est quand même des paniers souvent à plus de 1 000 €. Et c'est aussi une manière de créer la confiance, de travailler avec une banque reconnue. Donc pour moi, dans mon cas, c'est surtout ça, c'est de montrer que je travaille avec Crédit Mutuel et Monético parce que les montants sont quand même assez élevés. Voilà. Et je me suis dit que je préférais faire ça. Peut-être qu'un jour, j'ajouterai d'autres possibilités de paiement. Mais puis bon, j'utilise les chèques parce que pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Je travaille que sur la France et j'attends bien sûr qu'il soit complètement encaissé avant d'envoyer le vélo. Mais ça, c'est surtout par Monético que les gens me payent, quoi. Voilà. Super, merci. Donc ça, c'était pareil, une synthèse un peu des points déclencheurs d'achat. J'avais fait cette petite infographie sur les 10 points essentiels. Donc ça, je vous laisserai peut-être le lire tranquillement quand vous reverrez la présentation pour avancer un peu. Je relaisse la main à Elisa. Oui. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a son e-commerce qui est prêt, il va falloir attirer les bons visiteurs dessus parce que non, ça ne marche pas comme par magie. On publie le site et on a 150 000 visiteurs dessus. Et donc, du coup, pour ça, vous avez plusieurs moyens de les attirer, de les fidéliser et de les convertir. Donc, vous avez mis un petit schéma comme ça pour vous donner un peu tous les outils. Moi, ce que j'ai surtout envie que vous reteniez, c'est qu'il faut choisir les bons outils selon différents critères. Déjà, selon votre persona. Votre persona, c'est votre cible, votre client type. Une femme de 55 ans qui a des enfants, elle n'achètera pas de la même manière et elle n'aura pas les mêmes réflexes
qu'un ado de 14 ans. Ça dépend de votre cible. Donc, en fonction de votre cible, on va voir quels sont les outils qu'il utilise, à quoi il est sensible. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir ajuster les outils que vous allez utiliser pour votre communication. Il va falloir aussi connaître ses forces, parce qu'une fois que vous avez identifié un peu les outils qui peuvent être pertinents pour votre cible, il va falloir vous dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je sais faire? Où est-ce que j'ai envie de passer du temps? Parce que la communication, ça prend du temps. Et donc, typiquement, je vois des gens qui me disent, bah, moi, je sais que LinkedIn, c'est très, très important pour ma cible, mais vraiment, j'y connais rien. Donc, du coup, je me suis mis sur Facebook. Bon, alors, si votre cible n'est pas sur Facebook, ça ne sert à rien. Oui, vous savez l'utiliser, mais LinkedIn restera plus pertinent. Donc, à la rigueur, il vaut mieux passer un moment pour faire de la formation et savoir quelques webinaires FoliWeb, par exemple, pour savoir comment bien communiquer sur LinkedIn et vraiment passer du temps dessus que mettre toutes ses forces sur un outil qui n'est pas pertinent. Donc, il y a vraiment une balance à faire comme ça. Et de la même manière, il va falloir prioriser vos actions. J'ai beaucoup de mes clients qui veulent un peu tout faire au début pour être partout et être sûr d'être bien connu. Globalement, il vaut mieux privilégier 1 ou 2 biais de communication et vraiment bien les faire, passer du temps et le faire correctement avec une vraie stratégie et vraiment de bons outils que de tout faire et au final ne rien faire du tout. Et ça, notamment pour les réseaux sociaux. Et du coup, je vous avais mis l'exemple de la stratégie de Fitz, alors qui n'est pas exhaustive, mais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si Bertrand, tu as envie de nous en parler un petit peu pour nous dire comment tu as réfléchi à ça. Oui, donc tout à l'heure, je disais, je ne sais pas si ça va suivre exactement ce que tu as écrit, mais pour moi, l'important, c'est d'écrire son site correctement en SEO. Donc, pour être trouvé dans Google, c'est gratuit, donc autant le faire. Donc, ça veut dire écrire aussi des articles de blog. J'ai pas assez le temps pour le faire, mais je le fais. Ça veut dire aussi être présent sur les réseaux sociaux. Alors, j'investis le temps que je peux, et puis je sais qu'un petit pourcentage de mes abonnés vont le voir, donc c'est pas non plus trop important, mais être présent. Donc là, je commence par exemple aussi les vidéos YouTube pour être trouvé grâce à YouTube, et puis voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, en effet, il faut aussi que j'arrive à créer des liens vers mon site. Alors, je m'étais un peu renseigné sur les techniques de SEO. Et si j'ai bien compris, lorsque un site plus haut dans Google que toi en renvoie vers ton site, ça améliore ton score chez Google. Donc, j'ai essayé de faire des interviews, j'ai convoqué la presse pour pouvoir avoir des articles. Et puis aussi, je me suis inscrit à un concours, et c'était le vôtre, aussi dans cette idée-là, en me disant, de toute façon, si ça marche, ça va me faire connaître un peu plus. Et dans cette idée-là, de se dire, de toute façon, c'est comme ça qu'on améliore la notoriété. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite, pour tout ce qui est pub, là, pour le coup, moi, je vends du reconditionné, et j'avais déjà vendu sur Le Bon Coin, donc en tant que particulier, donc je savais que ça fonctionnait. Donc on revient au tout début où on a dit tester son concept. Comme j'avais déjà testé mon concept, je savais que tout ce que j'allais investir dans Le Bon Coin, ça allait fonctionner. Donc ça, je l'ai fait tout de suite. Et puis ensuite, j'ai fait par test. J'ai commencé avec Google Ads, j'en fais un peu. Je suis encore en train d'analyser si je peux faire mieux, tout ça. Là, depuis un ou 2 mois, j'ai fait quelques pubs une pub sur Facebook. Disons, j'ai boosté un post, mais toujours dans l'idée de pas trop dépenser et bien analyser après coup si ça a fonctionné ou pas. Et puis bon, j'ai vu que ça a fonctionné. Donc petit à petit, je teste pour ce qui est de la publicité, je mesure et je vois si je continue ou pas, en tout le temps en essayant, ça c'est pas encore quelque chose que je maîtrise bien, d'essayer de calculer un retour sur investissement en fait. Et voilà. Et ensuite, vas-y. Ouais, juste sur ce point-là, je trouve ça intéressant. C'est important dans une stratégie. Alors, si vous n'êtes pas, encore une fois, spécialiste, parce qu'il y a ces 2 métiers aussi d'être communicant et d'être entrepreneur, mais je trouve que cette stratégie de référencement naturel et pub en parallèle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que le référencement naturel, il a beau être très bien fait, ça prend du temps. Et donc, vous n'aurez pas des résultats tout de suite. Et souvent, quand vous lancez votre e-commerce, vous avez quand même envie de commencer à le faire connaître et d'avoir potentiellement des premières ventes tout de suite. Et donc, souvent, ce combo-là, pub référencement naturel,
naturel peut être intéressant. Et pourquoi du coup ne pas faire que de la pub et se dire, bon, bah, à la rigueur, moi, je paye, tant que j'ai un retour sur investissement, ça va bien. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être full dépendant de la pub à vie. Et donc, le but, c'est de amorcer un petit peu avec la pub, mais de faire du référencement naturel pour qu'au fil du temps, vous soyez de moins en moins dépendant de la pub et que potentiellement, les résultats soient faits naturellement dans le futur. Je te laisse continuer. Non, bah ensuite, la newsletter, moi j'utilise Sendinblue et j'en fais pas encore trop parce que du coup, c'est quand même c'est pas des achats où les gens vont racheter tous les 2 mois, hein, donc je veux pas non plus les spammer avec trop d'emails, donc j'y vais tout doucement. Je pense en faire 6 par an, tu vois. Et ensuite, bah, tout ce que là, je vois partage des articles de blog, je le fais pas mal sur les réseaux sociaux. Du coup, si j'écris un blog, je vais l'envoyer sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Et puis convertir, bah ouais, c'est ça, Siteweb plus Le Bon Coin. Moi, vraiment, pour l'instant, comme je suis encore un petit, Le Bon Coin m'aide beaucoup. Mais le but, c'est d'utiliser de moins en moins Le Bon Coin et que les gens puissent me trouver, comme tu disais, naturellement. Ce serait bien. Carrément. Voilà, donc tout l'enjeu d'avoir une bonne stratégie qui est bien adaptée. Donc ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dessus, parce que ça va faire aussi tout l'enjeu de la réussite de votre e-commerce. Voilà. Eh bien, merci à tous les trois. Donc, pour résumer, à ce stade, on arrive bientôt, on arrive à la fin de notre session. Vous pouvez récupérer le support du webinaire. J'ai partagé le lien quelques fois d'ores et déjà. Je peux le refaire une dernière fois. Si vous voulez être mis en contact avec nos intervenants du jour, rien de plus facile. Dans le questionnaire, vous allez pouvoir cocher une case pour demander à être mis en contact avec les intervenants du jour qui, du coup, reprendront potentiellement contact avec vous. Alors peut-être, Bertrand, toi qui es un intervenant un peu spécifique, c'est peut-être un peu moins un peu moins le cas. Ou alors précisez peut-être dans les commentaires que vous souhaitez être mis en contact avec Bertrand, et puis on fera passer le message avec plaisir. Et puis n'hésitez pas les uns les autres à laisser vos coordonnées, le cas échéant, enfin Mélanie, Elisa et Bertrand, si vous le souhaitez, dans le chat, ou la meilleure manière en tout cas de vous recontacter. Sans problème. Et puis, du coup, n'hésitez pas à suivre aussi d'autres webinaires, d'autres ateliers, et à travers notre newsletter, vous avez le programme de tout ça. Aziza qui disait, je souhaite échanger avec Bertrand, en effet, si c'est possible. Bertrand, je te laisserai voir. Donc j'écris dans le chat, là, c'est ça Oui, tout à fait, tu peux écrire dans le chat tes coordonnées, le cas échéant, ou ton LinkedIn, ou voilà, comme Elisa, peut-être passer par LinkedIn ou autre. Enfin, ça, je vous laisse voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Et puis, alors, on n'a pas forcément pu répondre à l'intégralité des questions, donc c'est aussi justement l'occasion dans des échanges individuels de pouvoir poursuivre, et sur la base de vos cas très, très concrets. C'est un peu la limite de l'exercice là, de ne pas avoir un temps où on peut se parler juste après, comme dans la vraie vie, mais faisons ça de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à prendre contact ou à demander à être mis en contact avec nos intervenants. Voilà. Bien, il me reste à vous remercier, Mélanie, Elisa et Bertrand, pour la préparation, parce que ça, on ne le voit pas forcément, mais il y a eu pas mal de préparation en amont de cette session, et c'était bien agréable pour moi de préparer ça avec vous, et puis pour l'animation de ce matin. Et puis, merci à tous pour tous vos commentaires, toutes vos questions, toute votre interactivité. Vous êtes encore pile 100 à ce stade à nous suivre, malgré vos ventes qui gargouillent et la fin de semaine qui arrive. Mais merci à tous, et puis à très bientôt pour des prochains événements Folly Web. Bye bye. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.